New York City. You are now rapping with 50 Cent. You gotta love it. I just wanna chill and twist the lie. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Ce que j'aime bien faire le matin, c'est aller à la plage quand je me réveille, puisque j'habite vraiment à 200 mètres à la plage. Je trouve que ça motive, ça donne de l'énergie, et puis surtout c'est agréable, parce que j'ai grandi à Strasbourg et j'ai vécu à Paris. Juste le fait d'y aller, de marcher 5-10 minutes. Là, le souci, alors je sais pas si vous entendez un peu, c'est qu'il pleut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, ça arrête de pleuvoir. On va un peu travailler, et puis ensuite après, on ira sur la plage marcher un peu. Je vais vous montrer le meilleur cheat code quand vous réveillez le matin, si vous voulez tout de suite être en forme, ne pas procrastiner, avoir de l'énergie, sans boire des tonnes de café, puisque pour info, moi je bois pas de café, je bois pas de thé, je bois pas de matcha, c'est ça. Donc ça c'est mon tapis de marche. Pourquoi est-ce que j'en ai acheté un? Parce qu'à Bali, il n'y a pas de trottoir ici. Donc vous ne marchez rien, vous faites rien à pied. Pour le moindre petit truc, même pour aller au supermarché qui est à 200 mètres, vous allez prendre votre scooter. Et ça c'est vraiment top. Ça permet de faire de l'exercice tout en travaillant, de marcher un peu, d'avoir une activité sportive supplémentaire, qu'aller à la salle, etc. Donc d'habitude je fais ça le matin, tout de suite pour me motiver, pour me réveiller. Je travaille, je marche en travaillant, puisque vous allez voir ici, ce qui est cool, c'est qu'on peut louer des bureaux pour pas cher. Donc moi, j'ai loué tout un équipement, je crois que ça me coûte 50 € par mois. Et donc j'ai un autre écran, j'ai un bureau qui monte, qui descend, que je peux régler. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais si vous cherchez un cheat code, arrêtez le café, arrêtez de boire des tonnes de tasses de café le matin, ça sert à rien. Vous prenez juste un petit tapis de marche, vous marchez 5-10 minutes, ça va tout de suite vous réveiller. Première session de travail terminée, donc j'ai pu avancer, j'ai pu monter sur le podcast / témoignage de Baptiste, donc qui est un membre de l'accompagnement qui est à Bali. Il s'est arrêté de pleuvoir, donc je vais faire un petit tour à la plage, marcher un peu, ça fait du bien, c'est vraiment une bombe d'énergie de voir l'océan, d'aller sur la plage. Puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à, je pense, 500 mètres de chez moi. Et ce qui est bien, c'est que c'est une petite plage, puisque moi j'habite à Nyani. Et moi j'ai justement choisi d'habiter à Nyani pour plusieurs raisons. Et notamment parce que c'est beaucoup plus calme. Je suis à 15 minutes de Canggu en scooter, donc ça me permet d'avoir accès à tous les services de Canggu très rapidement, mais je suis quand même reculé, donc dans un coin plus calme, moins de construction. J'aime aussi beaucoup la villa dans laquelle j'habite, puisque c'est une villa avec des matériaux de qualité, donc c'est-à-dire que c'est bien isolé. Par exemple, le propriétaire a fait quelques autres villas à côté, mais j'entends rien la journée avec les travaux. Je vous ferai justement une visite de la villa. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où je visite des villas d'expatriés, mais j'ai jamais mis la mienne. Donc je vous ferai une visite justement de ma villa pour que vous puissiez voir où est-ce que j'habite, où est-ce que je travaille. Les amis, mettez toujours un casque à Bali. C'est super dangereux de conduire sans casque. J'ai vu pas mal de choses horribles sur la route en 3 ans. Et des personnes qui n'avaient pas de casque, mettez-le, c'est super important. I wanna hold the hand inside you. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. Donc voilà la plage juste à côté de chez moi, donc Pantai Nyani. Alors c'est pas la plus belle des plages, mais ça reste une plage. Puisque pour les puristes, il y a beaucoup de puristes qui disent que vers Canggu, les plages sont pas très belles et qu'il faut notamment, que les plus belles plages sont à Uluwatu. Alors effectivement, c'est vrai que les plus belles plages de Bali, il n'y a même pas de compétition, elles sont à Uluwatu, et celles d'Uluwatu sont beaucoup plus belles que Canggu. Parce que Canggu, il y en a beaucoup qui les aiment pas, parce que c'est des plages de sable noir. De mon côté, j'ai grandi à Strasbourg, j'ai vécu 7 ans à Paris. Je peux vous assurer que juste le fait de voir une plage et l'océan, ça fait du bien. Et c'est ce que j'essaye de faire quasiment tous les matins, alors pas très longtemps, parce qu'il faut quand même bosser, mais même juste faire ça 5-10 minutes, étant donné que j'habite vraiment à côté, ça fait du bien, ça permet de recharger les batteries, et puis même c'est intéressant pour vous de voir une vraie journée à Bali, puisque sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnes qui habitent à Bali sont tout le temps en vacances, qu'on est à la plage, qu'on est dans des cafés, qu'on fait pas grand chose, qu'on bosse 2-3 heures par jour, et qu'ensuite après
fait rien de nos journées, on kiffe. C'est faux. Habiter à Bali, c'est... je pourrais pas dire que c'est une vie normale parce que le cadre est juste incroyable, mais on a une routine comme une personne en France. La différence, c'est ce qu'on fait à Bali. On est dans un cadre paradisiaque. On est dans une destination vacances. Et c'est ça qui est vraiment agréable et qui donne envie. Moi, perso, c'est vraiment c'est ce qui me permet de me motiver tous les matins, de me faire mal, de faire des grosses journées et toujours de relativiser. C'est quand je me réveille et quand je marche ici. Et c'est vraiment ça, on parle souvent de est-ce que tu as un why, donc un pourquoi, qu'est-ce qui te donne envie de travailler plus que ce que tu faisais en France, parce qu'à Bali, je travaille plus qu'en France. Je suis pas dans des cafés toute la journée, sur la plage, à boire des noix de coco. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est tout simplement ça, c'est me réveiller et être en bord de plage, dans un endroit que j'ai choisi et pas qu'on m'a imposé. Et ça, c'est important de le savoir, c'est que les personnes qui vivent à Bali, je vous parle vraiment de vrais expats, hein. Je vous parle pas des personnes qui sont là 2-3 mois. Ils bossent autant qu'en France, voire plus pour certains. Donc ne vous faites pas matrixer par les réseaux sociaux en pensant qu'à Bali, les personnes ne font quasiment rien de leur journée, c'est faux. Il y en a qui font rien de leur journée, mais c'est pas ce que j'appelle des expats. C'est des personnes qui sont là 2-3 mois, soit ils ont un business et puis ils se prennent 2-3 mois à Bali pour kiffer, pour être dans un beau cadre. Soit c'est des personnes qui sont au chômage, qui veulent lancer un business et qui pensent qu'en étant à Bali, ça va être magique et qui vont tout réussir, mais qui se font un peu, manger par Bali. Puisqu'ici, si on n'a pas de routine, si on n'a pas de cadre, on va facilement procrastiner et ne rien faire. Alors quand je parle de routine, c'est pas ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, faire de la méditation, faire, je sais pas, lire, enfin bref, toutes les morning routines que vous pouvez voir. C'est tout simplement avoir un cadre. Par exemple, moi je sais que le matin, quand je me réveille, ce que je fais, c'est que je travaille tout de suite. Ensuite, j'essaie de marcher 5-10 minutes à la plage, mais pas plus longtemps. Je fais 5-10 minutes, après je rentre, je bosse, je vais au sport, je bosse, et puis le soir, tout dépend de ma journée, je peux travailler tard, puisque parfois, vu que les membres de l'accompagnement sont sur le fuseau horaire français, parfois ça m'arrive de prendre des appels tard, parfois je peux profiter avec mes amis, mais voilà, le truc qu'il faut avoir en tête, c'est juste j'ai pas vraiment envie d'appeler ça une routine, mais plutôt un cadre pour s'y tenir. Et les personnes qui arrivent à tenir ici à Bali sur le long terme, ceux qui arrivent à rester longtemps, qui ont des business qui fonctionnent, c'est des personnes justement qui ont ce cadre. Et j'ai aussi envie de casser quelque chose. Là, j'ai l'impression que ces temps-ci, c'est la mode sur les réseaux sociaux, c'est dire que tous les entrepreneurs à Bali sont broke. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, broke, ça veut dire en gros tous les entrepreneurs à Bali n'ont pas d'argent parce que Bali, ça ne coûte pas cher. Donc ce sont des personnes qui soit ont des business qui fonctionnent pas très bien, ou bien ce sont des personnes qui n'ont pas de business et qui vivent du chômage. Alors effectivement, il y en a. Ça, je ne vais pas vous le cacher, hein. Effectivement, il y a des personnes qui vivent du chômage, qui viennent ici, qui se disent entrepreneurs. Il y a aussi des entrepreneurs qui démarre à Bali, parce que c'est vrai que Bali, l'avantage c'est que si tu le souhaites, ça peut ne pas coûter cher. Alors c'est pas vraiment des expats, mais si tu le souhaites, ça peut ne pas coûter cher. Tu peux te débrouiller pour 1 500 € par mois. Alors tu n'auras pas de villa, tu n'iras pas tous les jours au resto, mais si tu as envie, tu peux te démerder avec 1 500 € par mois. Donc il y a aussi des entrepreneurs qui se disent, mon business, je gagne 1 500, 2 000 € par mois. Je préfère le faire depuis Bali parce que je vais être dans un bon cadre de vie, je vais avoir plein de services qui vont me permettre d'optimiser mon temps. Et ça, c'est vrai. Mais il y a plein d'entrepreneurs à succès à Bali. Il faut arrêter de croire que tous les entrepreneurs à Bali n'ont pas d'oseille et qui viennent à Bali parce qu'ils n'ont pas d'oseille. C'est faux. Tout dépend où vous allez, tout dépend dans quel type d'événement, tout dépend qui vous rencontrez. Et puis, je pense que ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Dubaï, j'y suis jamais allé. Je suis sûr que Dubaï, ça doit être bien pour certaines choses. J'ai des amis qui sont résidents à Dubaï, ça a l'air génial. Mais moi, perso, c'est pas mon délire. Mon délire, c'est pas les Lambo, c'est pas les Rolex, c'est pas aller dans un restaurant et payer 1000 balles. Moi, mon délire, c'est ça. C'est d'être à Bali, être sur une île où il fait beau toute l'année, où il va faire entre 28 et 35 degrés, où les gens sont sympas, où voilà, regarde, là on est le matin, je suis en train de marcher pieds nus dans le sable, t'as pas besoin de regard, il y a personne qui va te regarder par rapport à la manière où tu es habillé, etc. Donc voilà, ce qu'il faut savoir quand vous cherchez une destination pour vous expatrier, parce que la destination parfaite n'existe pas, hein. Bali n'est pas une destination parfaite, mais chaque destination a ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. Le mieux, quand vous voulez vous expatrier, c'est vraiment de prendre un billet, de faire un test. Alors pas pendant une semaine, essayez quand même 1 mois ou 2 de faire un testing, pas en mode vacances, mais vraiment un testing
d'une pré-expatriation. Vous allez vous poser, vous allez avoir votre routine, vous allez vivre comme un expatrié. Et ensuite, justement, vous pourrez faire votre choix. Puisque Bali, c'est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure destination. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, ça fait 3 ans que je suis expatrié ici. Mais chaque destination, ce que je disais, a ses avantages, ses inconvénients. Et une expatriation, c'est très singulier. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui et les raisons plutôt pour lesquelles j'ai choisi Bali, ça va pas être la même chose peut-être pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut tester et c'est aussi pour ça que je vais être de plus en plus présent sur YouTube puisque c'est vraiment, en termes de communication, c'est le réseau social que je préfère parce que c'est des formats qui sont longs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de choses que je vais pouvoir vous partager, de valeurs aussi que je vais pouvoir vous partager. Vous n'êtes pas obligé, alors comme chaque réseau social, il y a un algorithme, il faut qu'on essaye d'avoir de la visibilité, on va pas se mentir. Mais vous, sur YouTube, c'est beaucoup plus vrai. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de marcher, j'ai rien scripté. Je vous parle vraiment comme je parlerais à un ami. Et ça, je trouve ça génial parce que Instagram, alors je vais continuer à être présent sur Instagram puisque j'ai créé une communauté et puis je reçois beaucoup de messages positifs. Donc c'est important tout simplement de rester actif sur Instagram. Mais je vais commencer à faire beaucoup plus de formats sur YouTube et notamment des longs formats pour que vous puissiez voir la vraie vie à Bali puisque c'est ça qui est important, Bali, et pour que vous puissiez voir les avantages et les inconvénients. Et pour en revenir sur Bali, pour le dernier point aussi, ce que j'aime beaucoup à Bali, c'est que c'est extrêmement facile d'avoir une super hygiène de vie. C'est-à-dire que ici, tout est fait pour que vous soyez bien et donc derrière productif. Je vais vous donner des exemples. Alors le premier, c'est que vous avez des super salles de sport. Deuxième, c'est que vous avez du soleil quand même toute l'année. C'est important pour l'hygiène de vie à avoir accès. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais accès ou voir le soleil, on va dire, la journée. Vous pouvez manger super bien pour pas cher du tout. Il y a plein de restaurants ici où vous allez pouvoir traquer vos calories, traquer ce qu'on appelle les macronutriments, donc que ce soit les graisses, les sucres, etc. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie ? Tout simplement pour avoir plus d'énergie pour bosser et pour pouvoir tout simplement continuer à faire croître ses business pour rester dans ce type d'endroit. Puisque quand on est entrepreneur, 98% des expats à Bali sont des entrepreneurs. Puisque ici, c'est très compliqué de trouver un travail et les salaires en tant que salarié à Bali ne sont pas incroyables par rapport au coût de la vie. Il ne faut pas oublier, la plupart des boulots, vous allez les trouver plutôt dans des zones comme Canggu ou Uluwatu. C'est des zones qui sont de plus en plus chères. Donc trouver un travail, alors les personnes que j'ai rencontrées qui travaillent ici, les salaires en règle générale sont entre 1500 et 2000 euros. Ceux qui gagnent très bien leur vie, ceux qui peuvent plutôt gagner très bien leur vie, c'est notamment, sans surprise, les agents immobiliers. Puisque les agents immobiliers, alors je parle vraiment de ceux que j'ai rencontrés et qui m'ont partagé leurs chiffres. Les agents immobiliers d'habitude ont un petit fixe, ce qui est normal, et ensuite après ils prennent des pourcentages sur les ventes. Mais étant donné que ça vend très facilement à Bali, les salaires peuvent facilement monter. Moi j'en ai connu qui gagnaient 5, 6, 7 000 euros par mois. Mais donc voilà, tout ça pour dire que c'est très facile à Bali d'avoir une bonne hygiène de vie et c'est important parce que quand vous êtes entrepreneur, il faut beaucoup bosser. Que je disais tout à l'heure, faut arrêter de croire qu'à Bali, il n'y a que des glandeurs. Non, les expats bossent et bossent beaucoup. J'avais toujours cette phrase en tête quand je m'intéressais justement à la nutrition, à l'hygiène de vie, c'est que votre corps c'est une voiture et ce que vous mangez c'est l'essence. C'est-à-dire que si vous mettez de l'essence de merde dans votre voiture, elle va peut-être avancer, mais elle va galérer. C'est exactement la même chose. Et Bali ici, tout va être fait pour que vous puissiez avoir une bonne hygiène de vie et donc être en forme, avoir de l'énergie pour tout. Et ça, je trouve ça génial. Et puis, ce que je kiffe aussi, et c'est notamment pour ça que j'ai créé cet accompagnement, c'est que j'aide en fait le rêve que j'avais, puisque ça a toujours été mon rêve d'habiter à Bali. Depuis que je suis jeune, je voulais habiter dans un endroit comme Bali, où il fait beau toute l'année, où les gens sont sympas, où il y a un berceau d'entrepreneurs. J'ai réalisé ce rêve. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, j'accompagne les personnes à atteindre ce rêve ou cet objectif. Et ça, je trouve ça génial, parce que moi, je l'ai rêvé toute ma vie, je l'ai fait, et aujourd'hui, j'accompagne les personnes à faire exactement la même chose. Et le deuxième point très kiffant, c'est que vu que la plupart des expats sont à Canggu, je les rencontre. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes de mon accompagnement, contrairement à plein d'accompagnements où derrière, on va dire qu'il y a des témoignages en ligne, moi je les rencontre, je les vois et on va manger ensemble, on va prendre des cafés ensemble et ça je trouve ça vraiment génial. Tout simplement de voir en physique les personnes que j'ai accompagnées à s'installer à Bali, à construire leur nouvelle vie.
C'est vraiment kiffant. Alors le programme, vu que je viens de rentrer de la plage, là maintenant on va manger et on va rejoindre un ami qui est un membre de l'accompagnement, qui est mon coach sportif, qui est devenu un ami puisqu'il est expatrié depuis quelques temps à Bali. Il faisait d'abord des allers-retours et quand il a voulu s'expatrier, je l'ai accompagné justement dans son expatriation. Donc là justement, on va manger avant l'entraînement. Alors pourquoi est-ce que je sors une balance? Parce que je pèse tout ce que je mange. Alors non, j'ai pas envie de faire de la compétition de bodybuilding ou quoi que ce soit. C'est juste que le fait de peser ses aliments, ça permet tout simplement de suivre ce qu'on mange, de suivre ses calories, parce que j'ai pas envie de gonfler comme un loukoum. Donc c'est pour ça justement que je fais ça. Et c'est justement l'ami que je vais rejoindre qui me coach. Et donc on va le rejoindre aussi pour faire une séance. Donc tout se fait en ligne. On fait jamais de séance en physique. Mais là on s'est dit qu'on allait s'entraîner. Parfois de temps en temps on va s'entraîner ensemble. Donc comme ça en même temps je vous montrerai dans quelle salle je suis. Qui pour moi est la meilleure de Canggu Pereira Henan. Donc voilà, on va se faire à manger. Donc c'est pour ça qu'il y a la balance pour toujours peser. On vient d'arriver devant chez mon pote et je voulais vous filmer quelque chose parce qu'on me pose la question, est-ce que Bali est safe? Alors c'est toujours marrant puisqu'en France, on est quand même dans un des pays les plus dangereux d'Europe et on se pose la question si dans les autres pays c'est safe ou pas. C'est un peu comme les hôpitaux. On a toujours peur qu'à l'étranger les hôpitaux soient mauvais alors qu'en France dès qu'il t'arrive un truc, t'attends 15 heures aux urgences. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Je vous assure qu'il n'y a rien qui est préparé. Voilà comment ça se passe dans les villas à Bali. Moi, je fais exactement la même chose chez moi. Regardez-moi ça. Il n'y a rien qui est préparé. Comme ça, vous allez avoir la réponse si Bali est safe ou pas. Donc là, je viens d'arriver devant chez lui. Et regardez. Voilà. Je suis toutes les villas. Enfin, toutes. La villa est ouverte. Même pas besoin de sonner. Donc voilà. La question est-ce que Bali est safe? Je pense que vous avez votre réponse. I'm the life of the party, a little bit of juice, a little bit of the gin, a little bit of Moet, bottles of the rosé, with a little buzz, then I'm getting it in. Now me, I get it in, I get it in. D'ailleurs, toi maintenant que tu es expatrié à Bali, qu'est-ce que tu dirais de la qualité de vie? Parce que tu es comme moi, enfin, on a grandi en France. Ouais. C'est quoi là, la qualité de vie que tu as à Bali actuellement? Alors, déjà moi je viens de Lille, forcément je ne fais pas de dessin, le climat à Lille, t'as 3 jours de soleil par an. Je viens de Strasbourg donc c'est un peu la même chose. Enfin, voilà. Dans le même bateau, forcément quand tu passes de Lille à Bali, mec, c'est incroyable, t'as du soleil tout le temps. Tu vois, voilà, je suis maghrébin, tu vois. J'ai besoin d'avoir ce soleil dans ma vie, tu vois, c'est important. Je me suis toujours dit, quand j'étais petit, que je voulais vivre tard au soleil. Là, être à Bali, tu vois, c'est magnifique. Tu sors, tu prends le scoot. Le matin, c'est agréable, tu peux aller à la plage, prendre un petit café avant de commencer ta journée. C'est hyper paisible en fait. Tout est à proximité. Tu peux vraiment aller au café. Enfin, par rapport, tu vois, à un train de vie parisien, lillois, pour capter tes potes, tu sais, des fois, il faut faire des plans sur la comète. Ouais. Tu vois, ça demande une organisation. Est-ce que tu es dispo? Et en fait, vu qu'ici, tout le monde est plus ou moins entrepreneur, c'est ça. Tout le monde est à son compte, tout le monde a cette liberté de gérer son temps comme il le veut. Tu peux, par exemple, un mardi matin, dire à tes potes, venez les gars, on se prend un café à 9h du mat'. Ça se fait sans problème. C'est sûr. Et pourtant, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je te rejoins à 100%, mais les gens travaillent quand même plus ici. Ouais. C'est ce que je disais, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de vidéos comme quoi à Bali, les gens, c'est des glandeurs, etc. Non, les expats, ils bossent. Ouais. Tu bosses plus ici, mais par contre, ouais, quand tu veux faire un café, quand tu veux faire un resto, c'est top. Et puis même, les endroits où tu habites, enfin, toi, ta villa, elle est juste incroyable, quoi. Et avoir quelque chose comme ça à Bali, enfin, avoir quelque chose comme ça dans ta vie, quoi. Pour moi, enfin, je sais pas pour toi, mais je me rappelle quand j'étais jeune, pour moi c'est quasiment inimaginable de pouvoir vivre dans une villa avec piscine et du staff, tu vois, c'est limite, j'abuse un peu, mais c'est limite les patrons du CAC 40 qui habitaient là-bas, ou si t'étais vraiment chirurgien ou avocat. Ouais, juste le mot villa, ouais, c'est ça. Tu vois, t'as l'impression que c'est réservé à une élite. Ouais. Et c'est vrai, quand t'arrives à Bali, tu te rends compte qu'en fait, c'est limite la norme, enfin, entre guillemets, c'est abordable pour... en tout cas les entrepreneurs qui travaillent un minimum, etc. Clairement. Et tu te rends compte que tous les mecs qui bossent, et surtout dans une villa, au final, c'est normal. C'est la normalité. Ouais. Super. Let's go. Ouais. But I told you so. I go hard when it's time to play. Sure to get the drop in the low, like the dancers do, and the go in front of me. T'as des parties de Bali, toi, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont averti ou qui t'ont dit ouais, mais si tu pars, comment tu vas faire pour la retraite, etc.
Ouais, bien sûr. Mais ça, je pense que c'est le problème en France, c'est qu'on nous a trop matraqués que, on va dire, les deux saints Graal en France, ce qui justifie que tu payes beaucoup d'impôts, c'est ta retraite et ta carte de sécu. Ouais. Mais au final, la retraite, quand tu y penses, c'est un des plus gros Ponzi. C'est les autres qui payent. Et au bout d'un moment, bah, ce Ponzi, c'est comme tous les Ponzi, il est amené à se faire, à s'écrouler. Donc de toute façon, la retraite, même aujourd'hui, je sais pas si c'est triste à dire ou pas, mais même aujourd'hui, un jeune de 20 ans, un Français, qui va commencer à cotiser en France, il faut pas qu'il pense qu'il aura une retraite. Et même s'il a une retraite, ça sera une retraite qui sera ridicule et qui va pas lui permettre de vivre comme nos parents ou nos grands-parents aujourd'hui. Donc ça, de toute façon, même quand on parlait de ça, moi, ça me fait pas peur parce que ça fait quelques années déjà que je prépare moi-même ma retraite avec des investissements, etc. Et c'est comme la sécu, moi, c'est ce qui me fait rire. Tout le monde te parle de la sécu. Aujourd'hui, tu as une carte de sécu en France. Ok, c'est cool, il y a des avantages. On va pas critiquer la sécu non plus. On en a profité quand on était jeune. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans un hôpital en France, tu vas attendre 15 heures. Si t'as pas le bras coupé, t'attends 15 heures aujourd'hui. Et moi, j'y suis allé il y a 4 ans avant de m'extraire à Bali. Et j'avais attendu, je crois, 12 heures à l'hôpital. Waouh. C'était, Et t'avais quoi? J'avais, en gros, c'était un phlegmon dans la gorge, donc une boule de pus qui faisait que gonfler. J'arrivais plus à avaler. J'ai du mal à respirer. Et j'avais attendu, je crois, 12 heures. Parce que le problème, c'est que vu que les hôpitaux sont saturés, et tu vois, et c'est ça, et les personnes à chaque fois pensent que dès que tu pars de France, tu vas mal être soigné, mais si tu connais un minimum le sujet, que si tu te mets dedans, bah, tu verrais qu'à l'étranger, tu peux avoir des assurances privées. Et bah, toi, c'est celle notamment que je t'ai conseillé quand tu as intégré l'accompagnement, où tu vas payer ça dépend du type d'assurance et ce que tu veux, sur quoi tu vas être couvert, mais tu vas payer entre 170 et 250 euros par mois. Et au final, tu es pris en charge à 100%. J'avais un pote qui a eu pour 20 000 euros d'opération, et là, on a notre pote qu'on va voir tout à l'heure, qui a une appendicite. Et on est pour 10 000 euros d'opération, il a été pris en charge à 100%. Ouais. Tu vois, 16 000 balles. 16 000 balles même, c'est vrai. C'était même pas 10 000, c'était 16 000 euros. Ouais. Et il a été pris en charge à Siloam, qui est une clinique internationale, qui est une des meilleures à Bali. Et il a rien sorti de sa poche. C'est clair. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? En fait, ils ont un peu cette vision des hôpitaux d'Asie qui sont nuls en termes de qualité de service par rapport à la France. Qu'est-ce qu'ils te disent souvent d'ailleurs les gens par rapport à ça? En fait, c'est ça qui est marrant. C'est ce que je disais, c'est que les personnes pensent que dès que tu sors... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en France, on a des hôpitaux qui sont saturés, qui ne sont plus bons, où malheureusement, tu as plein de mauvais diagnostics ou de choses comme ça, pas parce que nos médecins sont mauvais, mais juste qu'il n'y a plus les budgets, donc les pauvres infirmières, parfois, elles vont bosser pendant 23, 24, 26 heures. Justement, l'infirmière qui s'était occupée de moi quand j'étais aux urgences il y a 4 ans, elle m'a dit ça fait 24 heures ou 23 heures qu'elle n'avait pas dormi. Putain. Parce qu'il n'y avait pas assez de personnel, elle devait continuer. Donc, au final, en France, c'est saturé. Le service est de moins bonne qualité parce que justement, il n'y a plus assez de personnel. Alors qu'à Bali, les hôpitaux sont de qualité. Et surtout, pour être une clinique internationale, c'est un label. Tu ne construis pas une clinique et puis tout d'un coup, tu dis je suis une clinique internationale, il y a des labels, il y a un cahier des charges. Et donc, c'est Siloam, qui pour moi est la meilleure à Bali, elle est vraiment top, quoi. Les médecins sont de qualité. Donc non, mais pour te donner un exemple, moi ça fait 3 ans, tu me connais, moi ça fait 3 ans que je suis à Bali. Si je dois me faire soigner, je ne retourne pas en France. De toute façon, je ne peux plus parce que j'ai plus la carte de sécu, mais je suis plus rassuré en étant ici. Mes soins dentaires, je les fais à Bali. J'avais un problème de santé, là j'étais en Thaïlande cette fois-ci, mais je l'ai fait en Thaïlande. Mais je ne retourne plus en France pour faire ça. Je me sens plus rassuré en Asie. Donc non, les hôpitaux sont de meilleure qualité en Asie. Ok. Faut que les gens savent ça. Le problème, c'est qu'on a trop été matrixés par cette carte de sécu. Ouais. Et donc c'est que maintenant les gens... il faut juste qu'ils prennent un billet d'avion et qu'ils aillent voir ce qui se passe autre part, quoi. Il faut arrêter de rester centré en pensant que nous, les Français, on fait ce qu'il y a de mieux au monde en termes de santé, en termes de tout. Non, on est très bon, on est un super pays, on a fait plein de belles choses, mais les autres pays autour, c'est des pays en développement et qui font aussi plein de bonnes choses, tu vois, et qui ont aussi des services de qualité. Ouais. Je pense que c'est propre à la France et à l'Europe en général. Exactement. Les gens, cette image de l'Europe qui est très développée sur l'aspect santé. Ouais. Et dès qu'on en sort, on va en Asie, on va, en Amérique du Sud, c'est explosé alors que la preuve que c'est pas le cas. Ouais. Exactement. Je pense c'est quoi de nouveau le mot? C'est quand tu
on a cet air un peu hautain en tant qu'Européen, tu vois. Parce que Prétention. prétention, ouais, c'est ça, prétention, hautain, je sais pas lequel est le mieux approprié, mais de se dire que voilà, vu que nous on est un pays développé et vu que les autres sont en voie de développement, ben nous tout ce qu'on fait c'est bien et quand tu vas à l'extérieur c'est de la merde. Mais non, en fait la réalité ça se passe pas comme ça. Moi ça fait 3 ans que j'habite en Asie, j'ai fait la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine. Non, ça n'a rien à voir, il faut arrêter de regarder les pays via les infos, via les médias français. Il faut aller sur place pour voir comment c'est sur un... Exactement. C'est clair, d'accord. C'est vrai que moi j'ai vu le switch entre toi avant, qui postais pas du tout de contenu, t'étais pas trop réseaux sociaux, etc. Ouais. Et maintenant, t'en postes tous les jours quasiment. Ouais. T'es hyper régulier, même sur YouTube, sur Insta. Ça te fait pas bizarre d'avoir switché complètement? Comment est-ce que c'était naturel pour toi? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, bah alors est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça faisait bizarre déjà? Ouais, ça faisait bizarre parce que même aujourd'hui, ça va faire quasiment 1 an que je fais de la création de contenu. Et on en parlait parce que toi aussi tu fais de la création de contenu. Et ça fait toujours un peu, comment dire, ça fait toujours un peu bizarre. Moi je sais que même si j'en fais depuis quelques temps, ce qui est marrant c'est, j'adore regarder la création de contenu, mais quand moi je fais exactement la même chose, j'ai l'impression d'être un sgeg. Tu vois. Et je pense que ça vient aussi de notre éducation française où on se, comment dire, je dirais pas qu'on se rabaisse, mais on aime toujours, tu sais, on est toujours dur envers nous parce que depuis qu'on est jeune, enfin, je trouve que dans notre éducation, on est souvent là, tu sais, pas toujours un peu à rabaisser. Le meilleur exemple pour moi, c'est l'anglais au collège. Ouais, c'est vrai. On a tous eu ce moment, on a tous vécu l'anglais au collège. C'est-à-dire que si tu es mauvais en anglais, tu n'oses pas participer, donc tu restes mauvais. Si tu es bon en anglais, mais que tu as un gros accent français, on va se foutre de ta gueule parce que tu as un accent français. Ouais. Et si tu es bon en anglais et que tu as un super accent UK ou US, on va se foutre de ta gueule parce que tu fais le mec qui a un super accent et qui est bon. Mais pour moi, en fait, c'est exactement la même chose en France. Et en fait, si tu es mauvais, on va te critiquer. Si tu es très bon, on va te critiquer. Et pour moi, c'est la définition de la mentalité française, c'est qu'il faut être dans la moyenne. Et du moment où tu n'es pas dans la moyenne, t'es un extraterrestre, on va se moquer de toi, etc. Ouais. Donc, je pense qu'à cause de ça, la création de contenu, c'est toujours dur au tout début. La chance pour nous, je dis nous parce que t'en fais aussi de la création de contenu, c'est qu'on est à Bali. Et à Bali, il y a plein de créateurs de contenu et surtout, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et ici, tu sors une caméra, par exemple, on est dans une salle, on a sorti la caméra, personne nous regarde, tu vois. On n'est pas des extraterrestres, c'est normal. Et au moins ici, les gens ne veulent pas te juger. Et ça, c'est génial parce que vu qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, les gens, ils savent que quand tu sors ta caméra, c'est compliqué et qu'en fait, c'est pour créer quelque chose, tu vois. Bon du coup on est chez moi, je vais te faire visiter ma villa. J'ai fait pas mal de visites de villas d'expats sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant c'est le moment où je vais te faire visiter la mienne et à la fin je vais te révéler le prix que je paye et surtout la technique pour économiser 2 mois de loyer. Allez. Alors là on arrive directement, ça donne sur la piscine. Ici derrière, il y a une petite pièce derrière. Le caméraman qui galère un peu, le pauvre. Donc là il y a une petite pièce, c'est un peu, comment dire, je surfe pas, hein. C'est des potes qui sont partis et qui m'ont demandé de leur laisser les planches. Donc ici c'est un peu un débarras, une pièce pour le staff, etc. Donc qui est quasiment jamais utilisée. Ensuite on arrive sur la piscine, on va visiter les 2 chambres, chambre-bureau. Ici un salon, donc salon ouvert, salon baliné avec la cuisine. Donc ça en gros c'est vraiment ce qu'on appelle un salon baliné. Donc un salon baliné c'est un salon qui est ouvert et qui donne sur le jardin ou sur la piscine. La petite anecdote c'est quand j'étais en France et que je voulais vivre à Bali, que j'avais cet objectif, je voulais absolument être dans une villa avec un salon baliné. C'était vraiment mon objectif, mon goal. Quand je suis arrivé à Bali et que j'ai fait des recherches de villa, j'ai un pote qui habitait dans une villa avec un salon baliné. Et il m'avait déconseillé, il m'avait dit non Maël c'est ouvert, tu verras, tu auras des insectes, ça va pas être pote. J'ai fait la personne têtue, j'ai quand même pris la villa avec un salon baliné. Alors je le regrette pas, parce que j'adore cette villa, mais par contre, si un jour je change de villa, je prendrai un salon fermé. Et si tu habites à Bali, je te recommande quand même un salon fermé, c'est quand même un peu plus sympa. Donc ici tu as une petite partie salon. La première chambre, donc ça ma chambre simple avec le lit,
Ici, ce qui est cool, parce qu'il y a des villas où il n'y a pas de grands rangements. Ici, il y a de grandes armoires, donc ça, c'est vraiment sympa. Et avec la salle de bain. Donc, salle de bain, toilette. Le caméraman. Et donc, ensuite, la deuxième chambre, puisque c'est une villa 2 chambres. J'habite seul, mais j'ai pris une deuxième chambre pour 2 raisons. La première, si j'ai de la famille ou des amis qui viennent, et surtout, je voulais pas travailler dans la même pièce dans laquelle je dors, puisque quand je suis arrivé à Bali, j'ai vécu pendant 1 an dans une guest house, donc c'est-à-dire je me réveillais, je travaillais dans la même pièce, et j'avais vraiment envie d'avoir cette séparation. Donc c'est pour ça que la deuxième chambre, elle est à l'identique la première, que ce soit la salle de bain, mais j'ai installé donc mon espace de travail. J'ai laissé le lit, le propriétaire m'avait proposé d'enlever le lit, mais je l'ai laissé comme ça, si je reçois des personnes, ça permet d'avoir un autre lit. Et donc là, la partie où je travaille, où je passe la plupart de mon temps avec le bureau, l'ordinateur, le tapis de marche, qu'on loupe jamais. Et donc voilà, donc les espaces sont exactement similaires, c'est un clone, les 2 chambres, avec salle de bain et toilette. Et du coup, tu payes combien ton loyer ici? Alors, la villa, elle est donc à l'année, elle est à 250 millions. Il faut savoir que donc j'avais 2 choix. C'était soit je payais par mois, donc 25 millions, ou soit je payais à l'année, donc 250 millions. 250 millions, ça fait environ 12 500 euros avec le cours actuel. L'avantage de payer à l'année, c'est justement, j'ai économisé 2 mois de loyer, donc quasiment 2500 euros. Donc je sais que c'est pas donné à tout le monde, puisqu'il faut sortir le cash d'un coup. Quand je suis arrivé à Bali, moi perso, j'avais pas la trésorerie pour payer des villas à l'année, donc ça veut dire que je payais des villas au mois. Mais voilà, aujourd'hui, je pouvais me le permettre. Donc si tu viens à Bali, si tu as de la trésorerie, tu vas avoir un pouvoir de négociation qui va être beaucoup plus important, puisque les Indonésiens adorent avoir tout le cash d'un coup. Et ça veut dire que tu vas pouvoir négocier ta villa et économiser peut-être alors ça dépend de la villa, ça dépend de la localisation, ça dépend du standing, ça dépend vraiment de plein de choses, mais tu vas pouvoir économiser, c'est ça, environ 1 à 2 mois de loyer sur l'année. Donc là, c'est le début d'après-midi. J'ai un appel avec un des membres de l'accompagnement. Donc il a rejoint le programme il y a environ 1 mois. Et donc là, on va faire un nouveau call, puisqu'il faut savoir que pendant 1 mois, c'est pas que c'est en stand-by, mais c'est juste que le premier mois est un peu plus cool, on va dire, en termes de démarche, puisque la première chose à mettre en place, c'est d'abord créer une nouvelle structure qui va être adaptée au business à l'étranger. Et donc pour créer cette structure et recevoir tous les documents, il faut compter environ 3 semaines à 1 mois. Donc c'est vrai que là pendant 1 mois, c'était un peu en stand-by, on a avancé sur d'autres sujets, sur le visa. Mais là maintenant, ce membre, donc Yacine, arrive à Bali dans 1 mois et demi. Donc là justement, on va faire l'appel pour mettre en place tout le reste. Donc là vraiment maintenant, toute son installation bancaire, puisque maintenant qu'il a tous les papiers de la société, ce qu'on va mettre en place, ça va être cette installation, donc ces nouveaux comptes bancaires pro, ces nouveaux comptes bancaires perso. On va aussi mettre en place ces processeurs de paiement, puisque Yacine a un business en ligne, et donc ça veut dire que son chiffre d'affaires est en partie généré par des processeurs de paiement. Donc voilà, donc là on a une petite heure en visio, et puis on va voir ça ensemble. Moi je ne connais personne à Bali qui ont des vrais revenus via leur business et qui bossent tous les jours dans des cafés. Ça c'est... Alors bon, ils sont tous importants tes documents, mais en gros sans ça tu ne peux pas faire de compte bancaire, tu ne peux pas faire de processeur de paiement, tu ne peux rien faire sans ça. Okay. Maintenant, profites-en pour tout de suite faire un dossier en téléchargeant tous les autres documents qu'ils t'ont envoyés. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie Yacine. Et puis de toute façon, c'est en courant. Hein. Là maintenant, on n'a pas trop échangé le premier mois parce qu'on était en attente, mais là maintenant, ça va s'accélérer et on va régulièrement se voir, échanger sur les prochaines étapes. Là, tu as une petite to-do à faire. Tu peux avancer et puis dès que tu as besoin de moi, visio, appel, message, n'hésite pas à t'envoyer. Ok ? Merci beaucoup. Super, merci à toi. Passe une bonne journée. Salut. L'appel vient de se terminer et on va continuer, on va enchaîner avec un autre appel puisque je recrute une nouvelle personne dans mon équipe. Donc là, on a fait
On a fait un premier appel la semaine dernière, ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu et donc là aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle un appel d'onboarding, donc je vais lui partager les documents, ses missions, plein de choses, les codes d'accès aux différents logiciels. Donc voilà, c'est une après-midi assez chargée, assez intense en termes de call, mais c'est cool, ça veut dire que tout se passe bien, que l'activité est en marche, donc c'est vraiment bien. Et puis ce qui est vraiment super agréable, c'est regardez-moi à chaque fois, ça c'est le vrai kiff à Bali. C'est ce que j'ai dit aux membres de l'accompagnement au début du call, quand il m'a dit et toi, est-ce que ça va? À Bali, même quand vous avez des journées qui sont plus compliquées en termes de stress, en termes de pression, en termes de plein de choses, parce que dans le business ça va pas, vous êtes quand même dans un cadre qui vous donne de l'énergie et qui vous donne envie de kiffer. Regardez-moi ça. Donc là vous avez le bureau qui donne tout de suite sur la piscine et vous avez un ciel bleu et ça c'est vraiment ultra kiffant. C'est pour ça que je pourrais pas revenir en France juste à cause de ça. Bon, je vais enchaîner avec le prochain call. Comprennent qu'une expatriation c'est pas juste un billet d'avion, une guest house et j'ai des personnes qui m'ont contacté pour ouvrir une société à Bali en habitant en France. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en habitant en France on est résident fiscal français. C'est comme ça. On peut pas ouvrir des sociétés à l'étranger et optimiser ses taxes. Sinon tout le monde le ferait. Donc voilà, c'était assez intense. C'était 2 gros appels de plus d'1 heure. Un avec un membre qui vient bientôt à Bali. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon accompagnement. C'est que tous les membres, je les rencontre en physique. Et si tu as envie de t'expatrier à Bali, il y a un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est un appel totalement gratuit. On voit ensemble ta situation, que ce soit le visa, la société, la fiscalité. Et tu repars à la fin avec un plan personnalisé et surtout un plan d'action pour pouvoir t'expatrier à Bali. Je te laisse prendre rendez-vous via le lien en description et puis je t'emmène avec moi au restaurant. Yeah, little nigga just beat it. This ice on my neck and this gold on my wrist. The only time when I'm feeling conceited, just pour me a 8 and a liter, then pop me a bean. Only time when I'm feeling defeated, they say forgive and forget. Too bad I ain't a Christian. Feel like I'm Santa the way I bring bliss in. Après le resto, je vous emmène dans mon glacier préféré. Alors, les samedis soirs ont changé, il n'y a plus de boîte de nuit à Bali. Vous allez voir, les glaces sont super bonnes et elles ont une particularité. Donc je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, c'est des glaces protéinées. On est avec Kinder Bueno, Speculoos. C'est les meilleures glaces de Bali, c'est simple. De Canggu, c'est les meilleures glaces. Posting the low on the ground just to show we ain't teasing. Why you posting deleted? You wasting our time, little nigga just